Merci beaucoup. Madame la bâtonnière, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Madame, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, si j'ose le dire. Le contact entre la représentation permanente et le représentant permanent que j'étais et les avocats a toujours constitué un élément important dans mes activités à Bruxelles. Vous l'avez rappelé, Madame, j'ai été longtemps à Bruxelles, j'ai été représentant permanent pendant 10 ans, en 2 séjours. J'étais représentant adjoint auparavant, et donc j'ai présidé le Coreper 1, première partie des représentants adjoints lors de la 10e présidence française en 1995, et j'étais présent pour la 12e présidence française en 2008 comme représentant permanent. Et une des choses importantes pour moi, au fil de ces années, a toujours été l'accueil régulier, périodique, des avocats français, du barreau de Paris, des barreaux de France, tant il me semblait que la représentation permanente devait être un peu à l'instar de cette maison des avocats, la maison de tous ceux qui ont en partage la promotion des intérêts français, des valeurs défendues par la France, au service de l'intérêt européen. Je n'ai jamais ressenti la moindre contradiction entre le fait de défendre les intérêts et les objectifs français et le souci d'œuvrer pour les progrès et les développements de l'Union européenne. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur ce qui a été dit à propos de la présidence française, en saluant la précision de ce que vous avez dit, Madame, en particulier pour rappeler, par rapport à certains commentaires médiatiques, les limites de ce qu'est une présidence, et y compris une présidence française. Ce n'est pas la PFUE, c'est la présidence du Conseil, et encore, ce n'est pas toute la présidence du Conseil, puisqu'une des choses qui distingue très fondamentalement cette 13e présidence française de toutes les précédentes, c'est que notre chef de l'État, notre président de la République, ne préside plus rien. Il ne préside plus le Conseil européen, puisque le traité de Lisbonne a conféré à un président dit stable la présidence du Conseil européen. Et même dans ces moments très difficiles pour les relations extérieures de l'Union, le ministre des Affaires étrangères français ne préside plus le Conseil des Affaires étrangères. C'est le haut représentant, depuis le traité de Lisbonne, qui préside le Conseil des Affaires étrangères. Donc, première limite à ce que peut faire la présidence. Les autres limites, vous l'avez rappelé, c'est qu'une présidence ne dispose pas du pouvoir d'initiative en matière législative. Ce pouvoir est celui de la Commission. Et une présidence n'a pas non plus de pouvoir d'imposition. La présidence doit convaincre, persuader, entraîner, réunir des majorités qualifiées, parfois des consensus, mais elle ne peut jamais imposer une décision. Et il faut donc d'autant plus d'énergie et d'ambition pour parvenir à des résultats, puisque le véritable pouvoir de la présidence, on pourrait presque le présenter négativement. Si une présidence ne veut pas d'un résultat, eh bien il n'y a aucune chance qu'il y ait une décision. Il suffit de ne pas mettre le sujet à l'ordre du jour, de tronquer la discussion, de ne tirer aucune conclusion, d'éviter de pousser les délégations dans leur retranchement. Donc, l'énergie, l'ambition ne garantissent pas le résultat. En revanche, la boulie, l'inertie, l'inaction garantissent totalement qu'il ne se passera rien. Encore une remarque. Lorsqu'il m'est arrivé d'expliquer comment préparer la présidence, vous avez évoqué tous ces États membres qui ont exercé ces dernières années pour la première fois la présidence. J'avais insisté auprès des gouvernements concernés sur à la fois le besoin d'une préparation extrêmement méticuleuse et en même temps d'être conscient qu'une présidence peut parfois être totalement bousculée par un événement imprévu, une crise intérieure ou extérieure. Et Dieu sait que les dernières années ont été presque toutes marquées par une crise majeure, crise financière, crise migratoire, crise sanitaire, crise extérieure russo-ukrainienne aujourd'hui. Et j'expliquais toujours à ces gouvernements qui préparaient leur présidence que l'enjeu et la manière dont cette présidence sera jugée et appréciée, c'est sa capacité à la fois à gérer la crise et à maintenir le cap. Gérer la crise, c'est-à-dire prendre toutes les décisions requises par les circonstances, y compris en termes de réallocation de moyens, de ressources, de temps disponible, pour se mobiliser complètement dans le traitement de la crise.
et en même temps faire en sorte que ceci n'annule pas tout. Parce qu'il y a un programme législatif, parce qu'il y a un travail pour lequel le semestre que vous avez en charge s'inscrit dans un continuum, et il faut absolument réussir à tenir les deux bouts. Et je pense, en toute objectivité, que la performance de la présidence française actuelle, c'est qu'elle réussit à tenir à peu près les deux. À savoir, elle est très présente, et le président de la République au premier chef, dans la gestion, si je peux exprimer ce terme, de la crise russo-ukrainienne, et en même temps, comme vous l'avez souligné et illustré, il y a poursuite de l'agenda législatif dans des conditions d'efficacité et de productivité assez remarquables. Un tout dernier élément à propos des conséquences et de l'impact des élections présidentielles et demain législatives. Comme la France est un grand État membre fondateur, qui a une certaine pratique de la présidence, elle adore s'imposer des handicaps. Nous l'avions fait déjà en 1995, puisqu'il y a eu des élections à mi-parcours en 1995. Et le président Chirac avait succédé à mi-parcours au président Mitterrand, et donc on avait eu un renouvellement complet de l'équipe gouvernementale. Mais c'était une époque où c'était davantage gérable parce qu'il n'y avait pas encore de codécision entre Conseil et Parlement européen. La principale difficulté, me semble-t-il, sous votre contrôle, auquel nous expose aujourd'hui le changement lié aux élections, même si c'est un changement qui pourrait être limité, c'est le fait que ceux qui sont en charge de la négociation avec le Parlement européen, de porter la position du Conseil et de négocier avec les commissions du Parlement européen, risquent de changer à la veille de l'étape décisive de ces négociations avec le Parlement européen qui ont lieu toujours dans les 6 ou 8 dernières semaines d'un semestre de présidence. Et je pense qu'il faut être attentif à cela. Je suis persuadé que le président a ça à l'esprit. Mais un bouleversement complet des responsables de la codécision avec le Parlement européen à 6 semaines de la fin de la présidence, ce serait un petit handicap supplémentaire. Il sera sans doute surmonté, mais enfin, c'est ça la vraie difficulté. Pardonnez-moi ces quelques considérations sur la présidence française par rapport au sujet que vous m'avez demandé d'aborder, même si je n'en apprécie pas totalement les termes. Madame la bâtonnière, vous disiez que vous détestiez le présentiel. Je n'aime pas l'impactant. Car l'enjeu, c'est d'être plus efficace, d'avoir davantage d'influence et de s'organiser à cette fin. Pourquoi tout d'abord ? Parce que, vous l'avez rappelé tous dans vos interventions, le droit est inhérent à l'Union européenne. Au commencement était le droit, elle est fondée sur le droit, production du droit, interprétation du droit et application du droit. Et cette production législative reste la principale activité européenne et à mon avis la source principale de son efficacité, de son impact et de son influence dans le monde. Le moment n'est pas venu, ce n'est pas le sujet d'aborder les limites de cette influence par le droit, de cette action par les normes. C'est un sujet sur lequel il y a aujourd'hui beaucoup à dire dans le contexte géostratégique que nous connaissons. Est-il suffisant d'essayer de s'imposer par des normes et par le droit lorsque de grands partenaires ou de grands acteurs dans le monde rejettent et répudient la règle de droit? C'est une difficulté quasi existentielle et ontologique pour l'Union européenne d'être confrontée à cette situation-là. Mais je laisse ce sujet de côté pour l'instant. Reste que la production de droit et la production normative est la principale activité et la principale source d'efficacité du système européen. En deuxième lieu, ce qu'il faut observer, c'est que après une certaine période, il y a une dizaine d'années, où il y avait une volonté partagée par les gouvernements, les institutions, de limiter l'agenda législatif et de revenir sur une époque de boulimie législative, les 300 directives des années 90, etc. Il y a aujourd'hui un regain d'activité normative, tout simplement parce qu'il y a des besoins de régulation dans de nombreux domaines. Vous en avez cité les principaux exemples, mais le numérique, l'énergie et le climat, la régulation financière au sens large, sont des domaines d'intense activité législative aujourd'hui,
et cela justifie à soi seul que l'on soit présent pour suivre ces développements. Troisièmement, les avocats, et je ne dis pas ça parce que vous êtes là, parce que je suis devant vous et parce que je fréquente aujourd'hui cette profession davantage que je le faisais encore dans le passé, ont un rôle essentiel dans ce contexte. D'abord, vous avez rappelé un certain nombre de sujets pour lesquels il y a des intérêts propres à la profession, pour lesquels il y a une capacité législative européenne et où vous devez d'être présent et actif parce que vous avez à la fois des valeurs et des intérêts à promouvoir. Ensuite, parce que tous vos clients sont concernés des titres ou à un autre par l'activité législative européenne. Et dans votre rôle à la fois de conseil de défense des clients, il y a évidemment la nécessité de prendre en charge cette dimension européenne et de cultiver le réflexe européen qu'évoquait tout à l'heure le président Blanquer. Et troisièmement aussi, et peut-être de manière plus importante, le travail européen est essentiellement un travail législatif. Lorsqu'on est à Bruxelles, on a un travail de légiste. C'est le seul endroit au monde, d'ailleurs, où les diplomates sont légistes, puisqu'ils négocient du matin au soir des règlements, des directives et des normes juridiques. Le rôle de l'avocat est d'être un rôle d'intermédiaire et de traducteur. Vous recevez des clients, vous faites face à des situations de fait pour lesquelles il y a un besoin d'une action, d'une réaction, d'une politique. Ce que peut faire le niveau européen, c'est de répondre à cette situation par une norme et une règle juridique. Il y a un travail de transformation à faire ou de traduction entre une aspiration, une velléité, un objectif en termes économiques, financiers ou autres, en normes juridiques. Et il me semble que l'avocat a un rôle éminent à jouer de passerelle, de traducteur, d'interprète, de transformateur d'un objectif, d'une velléité ou d'une intention en normes juridiques. C'est tout ça qui fait, à mon avis, que l'avocat a un rôle important à jouer en complément du diplomate et qu'il y a une complémentarité, encore une fois, entre ces deux métiers. Alors comment, ayant dit cela, être aussi efficace que possible et avoir tout l'impact désirable? Tout d'abord, il faut anticiper. Ce que attendent de vous vos clients, c'est une perspective, une vision de l'avenir, qu'est-ce qui est susceptible de se passer au plan juridique. C'est pas très difficile, parce que comme vous l'avez rappelé, madame, il y a une programmation législative européenne qui rend les choses relativement prévisibles. Mais il faut savoir lire ces agendas, il faut savoir comprendre ce qui va vraiment se passer et ce qui est encore de l'ordre de la possibilité. Et de ce point de vue, reconnaissons que le fait qu'il y ait plusieurs institutions, avec des égos institutionnels assez forts, chacune estimant que dès lors qu'elle s'est prononcée, la décédite et que la norme est là, ça oblige à un travail de compréhension, de traduction de ce qui se passe, et ça relève de ce travail d'anticipation qui me paraît essentiel pour le bon éclairage de tous ceux avec lesquels vous êtes en relation. Deuxièmement, lorsqu'un texte existe, il est important d'avoir une capacité de décryptage et d'analyse assez fouillée. Et là, je dois vous dire que dans les activités que j'exerce depuis que j'ai quitté Bruxelles, atteint par la limite d'âge de la fonction publique à la fin de l'année 2017, ça m'a beaucoup amusé d'être rattrapé par les textes que j'avais négociés et que les cabinets d'avocats que je fréquente avaient pour mission de mettre en œuvre. Et c'était l'époque, par exemple, en 2018, des débuts de la mise en œuvre du RGPD, le règlement sur la protection des données, qui suscitait beaucoup de questions. Il se trouve que ce texte a été négocié pendant près de 4 ans au Coreper, et c'est vraiment un texte dans lequel les ambassadeurs avaient joué un rôle déterminant. On passait 2 bonnes heures par semaine, chaque semaine pendant 4 ans sur ce texte. Et lorsque un avocat me demandait « mais cet article 11, ça ne veut rien dire, le 3e paragraphe n'est pas clair », j'ai dit ben, « ça c'est l'amendement allemand ». Et nous y avions réagi de telle manière. Le Parlement ensuite a introduit tel adjectif, et donc le compromis final c'est celui-là.
voilà ce que voulait la Commission au départ, et donc voilà probablement la manière dont elle va l'interpréter. Cette capacité de décrypter, de lire le texte en filigrane, entre les lignes, sur ce qu'il veut dire, vous donne une capacité d'anticiper sur la façon dont il va être appliqué par la Commission, par la Cour de justice, etc. Troisième rôle, susciter l'initiative européenne. Encore une fois, vous l'avez rappelé, le pouvoir d'initiative appartient à la Commission. Mais la Commission est un être très poreux. Il est rare que des initiatives procèdent en interne. La Commission est un être extraordinairement sensible à ce qui se passe en Europe, à ce qu'est le débat européen, ce que sont les attentes. Et donc, il appartient à tous ceux qui souhaitent qu'une initiative européenne soit prise de contribuer, d'alimenter, de nourrir ce bruit de fond européen qui est en réalité l'humus sur lequel le pouvoir d'initiative naît. Susciter, ça veut dire aussi faire en sorte qu'il y ait des interventions de la Cour de justice, de la juridiction européenne sur les sujets qui vous paraissent essentiels. C'est le mécanisme de la question préjudicielle. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans mes contacts plus nourris aujourd'hui avec la profession d'avocat que j'ai le privilège d'avoir, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de familiarité avec ces mécanismes. De même que pour certains de vos confrères, l'idée même